Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on est dans le dernier épisode de la quadrilogie de François Pinault, qui est en fait donc un premier épisode de son histoire et une trilogie qui est une analyse de l'entrevue qu'il a réalisée à la Cité de la Réussite. Je suis désolé, je me répète à chaque fois, mais c'est important. D'abord parce que, et je pense que je l'ai dit, mais je veux quand même encore le répéter, j'ai vraiment remonté cette interview et donc je te conseille vraiment d'aller l'écouter parce qu'elle vaut le détour. Franchement, personnellement, l'expérience François Pinault, qui aura été une longue expérience et un gros travail de fond de mon côté, a été encore une fois quelque chose de très formateur pour moi et m'a surtout montré, m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je veux quand même te le dire, je pense que j'attendais le dernier épisode pour te le dire et direct on va parler de ça. Suite à ce travail que j'ai fait, je me suis inspiré de certains de ces comportements que j'ai déjà appliqués dans mon quotidien et j'ai déjà gagné de l'argent grâce à ça. Et alors je dis vraiment pas ça en mode voilà, j'ai rien de particulier pour tout ça, mais c'est pour te dire à quel point, en tout cas pour moi, ces podcasts sont bénéfiques. J'espère qu'ils le sont pour toi. Et j'ai vraiment, alors tout particulièrement apprécié cette personnalité qui est, et je suis obligé de le dire, qui me rappelle en tout cas Bernard Arnault, et j'arrive assez bien à comprendre pourquoi ces deux personnages étaient en quelque sorte opposés, si je puis employer ce terme. C'est un bien grand mot, mais là où je t'emmène, c'est qu'en tout cas sa personnalité, son agressivité dans les affaires, parce qu'il est très agressif, j'espère que j'aurai réussi à faire ressortir ce trait-là du personnage, m'a réellement inspiré et voilà, j'ai déjà dupliqué certains de ses comportements dans ma vie et j'ai déjà gagné de l'argent grâce à lui. On parle d'une somme à 5 chiffres, hein, donc on ne parle pas de rien, donc ça marche. Les podcasts, je suis ravi du contenu parce que ça marche d'autant plus parce que si tu appliques ce qu'on fait ici, je suis certain des résultats que tu auras. Et alors là, vraiment, pour le coup, je ne fais pas que le dire, je l'ai moi-même appliqué. Et je veux aussi dire une chose, je reste subjugué par l'état d'esprit de la personne. Donc là, je parle de François Pinault, par ce qu'il est en fait. J'ai rarement vu quelqu'un comme lui. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel à tous les niveaux, une modestie, un recul. Et j'ai vraiment envie de le dire, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement respectable et bien au-delà même de ces termes-là. Il y a, voilà, comme tout le monde, il a ses petits couacs, il a ses problèmes, personne n'est infaillible, personne n'est parfait. Et au demeurant, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi sain. Il est vraiment, voilà, c'est quelqu'un. Je comprends pourquoi des personnalités comme Bernard Tapie peuvent le citer de temps en temps. Je comprends pourquoi c'est quelqu'un qui est admiré et je comprends aussi sa discrétion parce qu'il est bien plus présent dans de nombreux, groupes de notre France, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans de nombreuses entreprises en France, tout en ayant cette forme de discrétion. Il représente, à mon sens, le financier par excellence. Il est un petit peu notre objectif, notre idéal. Alors, différent de Bernard Arnault, différent de beaucoup de personnalités, et pourtant, je le dis, pour moi, il représente une forme d'idéal à tous les niveaux, tant dans son comportement dans les affaires, qui fait de lui quand même un adversaire, si tant est qu'on soit un jour son adversaire redoutable, enfin quelqu'un dont il faut se méfier dans les affaires tant il est, comme je t'ai dit tout à l'heure, agressif, et en même temps, il a une forme de respect, de comportement fair-play de manière générale qui est admirable. Voilà, un paradoxe difficile à atteindre et qui est pour moi impressionnant. Et bon, voilà. Étrange entrée en matière, mais c'est comme ça que je voulais commencer. Comme d'habitude, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast parce que c'est ce qui m'aide le plus. Pense à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission. Oui, 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 monsieur, on fait ça chez nous. Et sinon, si tu veux travailler avec moi, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a une formation. C'est pas très compliqué, hein. Tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, dans l'onglet livres, toujours sur immobiliercompagnie.com, il y a mes livres. Tu cliques et soit tu les reçois dans ta boîte aux lettres, soit tu télécharges les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent que je t'offre. Oui, je te l'offre, oui, parce que je suis comme ça. Et puis sinon, on va attaquer cette émission qui, je dois te le préciser, a été énormément coupée.
le dernier tronçon de l'interview de la Cité de la Réussite était beaucoup plus destiné finalement à sa fondation et à son musée d'art moderne. Alors, j'ai rien contre l'art moderne. J'ai récupéré quelques petits passages qui étaient réellement très intéressants pour nous, pour lesquels on va pouvoir faire quelques analogies. Mais au demeurant, je préfère te le dire de suite, on n'a que quelques passages. Cette émission risque d'être la plus courte de la quadrilogie. Mais pour autant, tu auras quand même énormément de valeur et quelques pépites que je te conseille de garder dans un coin de ta tête parce qu'elles peuvent te faire passer à la vitesse supérieure. Patrick Magnéto. Comment est-ce que vous fonctionnez en face d'une œuvre d'art quand vous décidez d'acheter? C'est un coup de tête? C'est un coup de cœur. Et vous savez, une œuvre d'art, c'est quand c'est vraiment qu'il s'agit de création, de véritable création, donc d'une création nouvelle, de choses que vous n'avez pas vues, c'est d'abord un phénomène de rejet. Vous êtes généralement, vous regardez une chose et quand ça vous prend un peu la tête, quand le lendemain vous y repensez, c'est bon signe. Et si vous y repensez encore 8 jours après, c'est foutu, vous l'achetez. C'est ça le. Voilà. Donc il ne faut jamais. Non, faut pas. Faut pas s'approcher trop près. L'art m'a appris à dire, non pas ne pas s'approcher trop près, mais à rejeter les choses en considérant que c'était des erreurs, des bêtises. Ça vous apprend, ça vous donne une liberté de penser, une espèce d'humilité devant le jugement que vous portez sur telle ou telle circonstance, ou telle chose. Est-ce que on peut se tromper et rejeter une chose et qui 10 ans après, 20 ans après, est perçue comme un chef-d'œuvre. Et est-ce que croyez-moi, c'est agaçant. Vous avez fait des ratages comme ça? Bien sûr, oui. Que vous essayez de récupérer ensuite? Oui, mais bon. Vous êtes acharné? Passionné en tout cas, oui. Alors, littéralement, j'ai dû écouter ce passage des dizaines de fois. Des dizaines, on ne parle pas d'une dizaine, on parle de plusieurs dizaines de fois. Je l'ai écouté, réécouté, j'y ai réfléchi, j'y ai pensé et j'y ai passé un temps certain. J'ai répété la phrase pour que tu comprennes bien la subtilité entre penser et passer. J'y ai pensé beaucoup de temps et j'y ai passé beaucoup de temps. Les deux à la fois. Et donc, je vais y aller par étapes tellement je crois qu'ici, rien que là, on a quelque chose d'hyper important. D'abord, il y a quelque chose qui n'a jamais été dit depuis tout le début sur François Pinault et qui ressort vraiment quand tu fais des recherches sur lui, sur son rapport à l'art, c'est sa façon d'acheter. Il achète, comme il le dit lui-même, par coup de cœur. Mais moi, ce que j'analyse de ça, c'est une énorme écoute de soi. Et tu me vois arriver avec mes gros sabots et le parallèle que je vais faire. Cette façon d'acheter, pour moi, on la retrouve chez lui dans sa façon d'acheter les entreprises, mais on la retrouve aussi dans la façon d'appréhender le business. Ça m'amène aussi à un transfert que je fais vis-à-vis de nous, la famille des investisseurs. Tu dois, dans tes achats, être à l'écoute de toi-même et chercher, au fond, de ta personnalité, de tes réactions, de ton approbation envers une affaire, ce même coup de cœur, entre grandes guillemets, finalement, cette, alignement, terme que je déteste, mais qui ici est le seul qui me vient, que tu vas retrouver entre la raison, le cœur et l'être en lui-même. Donc là, je vais te parler de quelque chose qui peut te paraître totalement saugrenu, mais personnellement, il y a des biens immobiliers avec lesquels il y a un truc qui s'est passé et je sais que je veux ce machin-là pour diverses raisons. Et d'ailleurs, ce passage m'a tellement marqué que je vais directement passer à la fin, à un moment donné, quand il dit vous êtes quelqu'un d'entêté, d'obstiné, vous essayez de récupérer les choses, même quand vous êtes passé à côté, il répond oui, parce que je pense qu'il est comme ça et je pense que je suis comme ça. Et d'ailleurs, suite à cette remarque, j'ai rappelé un projet qui avait avorté pour moi et que j'ai relancé parce que je me suis dit, attends, effectivement, c'est pas parce que ça s'est arrêté que tu ne peux pas essayer de remettre le pied à l'étrier pour quand même aller dans la direction dans laquelle tu te destinais à aller. Alors, je reviens dans l'analyse. Donc, une fois qu'il a eu dit « j'achète en fonction des coups de cœur », il a parlé que de l'œuvre d'art en elle-même et que quand on était face à quelque chose de nouveau, on avait d'abord un sentiment de rejet. Puis ensuite, si on continue d'y penser et qu'on continue d'y penser en permanence, c'est que c'est foutu, c'est qu'il faut l'acheter. Je trouve que le raisonnement est très intéressant parce que pour moi, on parle ici d'une confrontation à soi-même. C'est-à-dire que là, François Pinault est en train de t'expliquer de quelle manière il se met volontairement en danger dans sa vie personnelle face à l'art. Et je te recommande toi aussi d'avoir dans ta vie personnelle ce genre de rapport avec n'importe quel élément de ta vie, tu te débrouilles, mais tu dois avoir dans ta vie
un sujet tel que François Pinault en a un, à savoir l'art pour lui et pour toi, ben, tu te débrouilles, tu décides ce que c'est. Un sujet qui soit pour lui un vrai sujet à la fois de mise en danger, à la fois de questionnement et donc à la fois de confrontation envers lui-même. Et ça l'amène, comme il le dit, sur une humilité face au jugement, parce que comme il a un jugement premier qui est de dire c'est moche, ça ne m'intéresse pas, et qu'en même temps ça le hante et ça lui tourne autour de la tête en permanence, il finit par se dire bon ben c'est que je le veux. Donc il y a un moment donné, il ne faut pas lutter contre notre volonté première, et même si mon avis au départ il est négatif, peut-être que je peux changer. Et là, on touche du doigt quelque chose qui est d'une extrême puissance, la capacité à revenir sur une opinion, un avis qu'on s'était fait. Et donc le fait d'être en capacité à se dire « Ok, je voulais faire ça. J'étais convaincu que j'allais faire ça, mais c'est peut-être pas ça que j'allais faire. » Ça, dans les affaires, je t'assure que c'est parfois la clé de la victoire. Parce que comment on gagne une guerre? On ne gagne pas une guerre avec un bon plan qu'on conserve quoi qu'il arrive. On gagne une guerre en se disant « Ok, ça c'est le plan, mais en face de moi, il y a un adversaire qui est susceptible en permanence de bouger, de réagir, de peut-être amener même des effets de surprise que je ne peux pas anticiper. Et donc ma capacité à moduler mon plan et à m'adapter est la meilleure des capacités qui me permettra d'atteindre la victoire, l'objectif, enfin appelle ça comme tu as envie. Et donc là où je t'emmène et tu me vois arriver, c'est qu'il utilise l'art pour les affaires et nourrir son esprit pour, en mode guerrier, être capable de s'adapter à toutes les situations, y compris celles qui lui paraissent la moins favorables. Et c'est intéressant parce que pour moi, tu dois en tirer une grande leçon. Donc bien évidemment, la première, tu dois avoir, encore une fois, j'insiste, mais tu dois avoir dans ta vie ce genre de passion qui nourrit ton esprit. Mais aussi, tu dois du coup avoir la capacité à te confronter à toi-même et à te dire finalement, eh bien, j'ai de l'humilité. Et ma première pensée n'est pas forcément la bonne. Mon jugement n'est pas forcément le bon. Ce qui sera bon pour moi, c'est ce qui me permettra de m'adapter à la situation. L'adaptation, c'est la clé. Et d'ailleurs, ensuite, il continue et il dit on peut se tromper et rejeter une idée, une chose. D'ailleurs, il dit une chose, mais moi j'ai transformé par une idée, par même un projet. Mais 20 ans après, ce projet qu'on a rejeté, en fait, c'est un chef-d'œuvre. Et alors là, on doit vivre avec. Moi, je te rappelle, je la raconte souvent cette histoire, mais je vais te la raconter. Moi, j'ai visité un bien immobilier qui était un tarif intéressant, et pour lequel je n'ai rien vu du tout. La personne qui l'a acheté derrière moi, elle a fait un musée. Elle prend 20 € par entrée. Je peux t'assurer que sa rentabilité, elle est complètement folle. Hein, et je dois vivre avec. Hein. Et le bien, on me l'a proposé. Hein. Et donc, autant te dire qu'à un prix dérisoire, autant te dire que j'ai juste pas eu la capacité de voir le potentiel. Aujourd'hui, je dois vivre avec un concept que j'ai bien en tête et que je ne pouvais pas adapter. Alors certes, il a vu le bien immobilier sous l'angle de l'entrepreneuriat et moi, je le voyais purement sous l'angle de l'investissement. Mais comme quoi, parfois, tes idées peuvent te jouer des tours et la clairvoyance, elle a vraiment une valeur. La clairvoyance, c'est en gros la capacité que tu vas avoir de déceler ce que les autres ne verront pas. C'est ce que moi, je t'apprends dans mes formations. Et sincèrement, je t'assure que comme il le dit, vivre avec le fait d'être passé à côté d'un chef-d'œuvre alors que tu as eu l'opportunité d'avoir la main dessus, crois-moi, il faut vivre avec et ça n'est pas toujours facile. Comme il le dit pour terminer, c'est avant tout un passionné et je crois que c'est la clé qu'il y a derrière tout ce qu'on peut faire. Sois passionné. Et la passion, n'oublie pas que c'est quelque chose qui vient avec l'ensemble des éléments, c'est-à-dire à la fois l'argent, mais aussi le fait d'être attiré par ce que tu peux faire. Pour moi ici, cette introduction à cette dernière partie de la quadrilogie sur François Pinault, elle est juste exceptionnelle parce qu'elle te montre à quel point, en fait, finalement, tu peux apprendre à tous les niveaux, d'accord ? Tout un tas d'informations qui vont te servir dans le business, dans les affaires, mais aussi dans ta vie privé. Donc reste ouvert et une passion qui te permette comme ça de te confronter, de nourrir ton esprit, de nourrir ta combativité, de nourrir ton humilité, ton jugement, ton ouverture et tu viendras à bout de tous les problèmes. Reste dans tous les cas adaptable, opérationnel à toutes les situations qui se présentent à toi. Vous revendez des toiles, des sculptures? J'ai l'ag dans
d'œuvres de certains artistes. Quand j'ai des œuvres que je considère comme un peu secondaires, je rachète des choses majeures et en essayant de revendre des choses que je considère moins bonnes. Voilà, mais puis je n'en fais pas commerce, bien évidemment. Note à quel point, là encore, c'est intéressant. Son état d'esprit avec l'art, pour moi, est pas anodin et s'apparente quelque part à sa façon aussi de mener ses affaires. Il élague. Et là, tu retrouves vraiment ce que je m'en tue à te dire depuis mes débuts sur Internet. Il ne va vendre que quand il va pouvoir remplacer par une œuvre de meilleure qualité. Autrement dit, s'il vend, il sait ce qu'il achète. S'il sait ce qu'il achète, il sait très bien où va son argent. Ça n'est qu'un transfert. Et je le répéterai toute ma vie, la différence entre les pauvres et les riches, c'est que les riches savent quoi faire de leur argent et pas les pauvres. C'est un comportement très simple. Donc, quand tu vas encaisser de l'argent, tu dois savoir avant même de l'encaisser ce qu'il va devenir. Où va cet argent? Si tu ne peux pas répondre à cette question, tu as un problème. On a un problème et tu n'iras pas bien loin financièrement. Moi, je le dis pour toi, je te l'indique. Ici, c'est illustré à merveille et on parle d'une activité annexe qui sont les œuvres d'art. Ce qui veut dire que s'il le fait naturellement avec les œuvres d'art, je te laisse juste réfléchir à son comportement avec ses business. Je dis ça, je dis rien. Les musées français sont grands, riches et ils ont peu de moyens. Est-ce qu'une solution n'aurait pas été pour vous justement de mettre une partie de vos moyens et pourquoi pas votre collection à la disposition de ces grands musées qui ont des budgets d'achat et d'entretien qui sont extrêmement modestes par rapport aux vôtres? Ça pourrait être une solution, mais sans avoir la garantie que cette collection soit montrée. Et puis de retrouver ça dans les caves ou dans les stocks des musées, ça ne me passionnait pas beaucoup. Et je crois j'ai envie d'aider l'art contemporain à exister plus, à se développer plus. Et le fait de le piloter moi-même, de le faire piloter, est un moyen d'une plus grande efficacité, je crois. Parce qu'il y a les prises de risque d'être en dehors des modes et ne pas attendre que les artistes soient déjà consacrés dans le monde et d'essayer d'anticiper. C'est ça qui est intéressant. Tous les jours, vous regardez une œuvre ou vous pensez à ça ou vous avez envie d'acheter quelque chose tous les jours? Envie d'acheter, non, mais je pense à ça, je regarde, oui, bien sûr. Je suis imprégné d'art contemporain et je crois que ça a été pour moi une source d'équilibre dans ma vie, une autre passion par rapport à celle des affaires et qui m'a permis d'avancer plus vite et d'avancer différemment et de voir des choses dans le monde de l'entreprise que je n'aurais peut-être pas vues autrement. Je t'ai mis ce passage pour deux raisons principales. La première, quand François Pinault explique qu'il essaye d'anticiper, qu'il essaye, bon gré mal gré, finalement, de parier. Ce n'est pas le terme que j'apprécie parce que là, maintenant, je vais amener quand même des précisions sur ce terme-là, mais qu'il essaye, à première vue, de parier sur des artistes. Sauf que on est sur de l'a priori et des termes génériques. Pourquoi? Parce que quand tu as l'expérience de l'art qu'a François Pinault, est-ce que tu penses que le mot parier est le mot qui le convient? Même si il y a une part de pari et je ne veux pas l'enlever en fait. C'est pour ça que j'ai choisi quand même d'employer ce terme-là. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a toujours une zone d'ombre qu'on ne maîtrisera jamais et qui existe, que tu peux appeler la chance, que tu peux appeler comme tu veux, etc. Mais en gros, ce que j'essaye de t'amener comme réflexion, c'est très simple. C'est qu'une personne qui a l'expérience qu'il a, encore plus aujourd'hui qu'au moment où cette interview a été réalisée, les années passant, l'expérience se consolidant, son appréciation n'a pas la même valeur qu'un néophyte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si François Pinault met de l'argent sur un jeune artiste, ça n'a pas la même valeur de par son expérience et sa vision que d'un gars comme moi qui aurait un peu d'argent à vraiment pour le coup parier sur un jeune artiste. Ce que je veux dire, c'est que quand François Pinault met de l'argent sur un jeune artiste, c'est de la spéculation, d'accord? Mais c'est de la spéculation avec 80% d'expérience et 20% de zone d'ombre, de chance. Mais quand moi, je mets la même somme sur le même artiste que François Pinault, c'est 20% d'expérience et 80% de chance parce que je le fais au hasard. Et là où je t'emmène, c'est que ton objectif dans la vie, c'est d'atteindre un degré d'expertise équivalent à celui de François Pinault. Ce qui fait la différence entre François Pinault et moi dans l'art et toi et tous ceux qui écoutent ici cette émission, c'est finalement l'expérience. Mais l'expérience, tu n'en as pas besoin. Tu peux très bien mettre ton argent sur des œuvres d'art à la façon de François Pinault, sauf que du coup, il faut juste que tu acceptes que le ratio chance-expérience est en ta défaveur.
Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner d'argent, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Et comme l'a dit François Pinault dans cette quadrilogie, la chance dans les affaires, il en faut. Et tu auras peut-être raison d'avoir pris les positions que tu as prises. Mais quand tu as une personne qui arrive avec de l'expérience et qui prend une position différente de la tienne pour, dans la prise de décision, 80% d'expérience et 20% de zone d'ombre, bon ben là, le gain d'argent ne se fait pas de la même manière. Et si tu comprends ce mécanisme, tu comprends l'objectif de ta vie qui n'est pas d'être riche, qui n'est pas d'accumuler de l'argent, qui n'est pas finalement non plus d'avoir la plus belle collection du monde du domaine ciblé, le plus gros patrimoine immobilier, etc. Non. Ton objectif, c'est d'accumuler de l'expérience pour que le ratio de ta prise de décision soit en ta faveur. Si moi demain j'ai de l'argent et que je dois le confier à quelqu'un pour acheter des œuvres d'art, je vais le confier plus facilement à François Pinault qu'à n'importe qui d'autre. Parce que j'aurai confiance en son expérience. Cette expérience est égale à de la confiance. Cette confiance, elle est égale à de l'argent qu'on peut te confier. Plus tes partenaires vont avoir confiance dans ta capacité à discerner une affaire dans le domaine dans lequel tu évolues, plus tu auras d'argent. Et si tu comprends tout ce que je suis en train de t'expliquer, tu comprends pourquoi François Pinault il est riche et pourquoi toi tu ne l'es pas encore dans le domaine dans lequel tu es. Parce que tu n'as pas développé suffisamment ton expérience. Et par contre, à l'inverse, tu vas avoir développé d'autres compétences. Donc maintenant, concentre-toi sur ton expérience pour pouvoir avoir accès à plus d'argent. Dernier élément important dans ce qu'il vient de dire, et raison encore une fois pour laquelle j'ai choisi ce passage, l'exutoire. Il le précise et c'est vraiment très important d'avoir un exutoire. Je l'ai plus ou moins sous-entendu dans mon analyse de tout à l'heure, mais bien évidemment pour lui c'est l'art. Et comme il l'a dit, sans l'art je n'aurais pas vu plein de détails dans le monde de l'entreprise et c'est l'art qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit qui m'a permis de me développer aussi plus rapidement dans les sociétés. Et je veux que tu l'entendes, mais c'est tellement important. Il le dit, ça le met mal à l'aise. Il rejette parfois l'idée même de devoir acheter certaines toiles, mais comme ça le hante, il finit par les acheter. Et c'est cette dualité, ce paradoxe qui nous cristallise en tant qu'être humain, qui fait notre réussite. Il a appris, au travers de l'art, à accepter des zones de sa personnalité qu'il n'aurait peut-être jamais pu accepter s'il n'avait pas évolué dans ces domaines-là. Et c'est grâce à ça qu'il a pu grandir et qu'il a pu devenir ce qu'il est. Alors maintenant, je vais te poser une simple question à ce stade. Et déjà, si tu réponds à ça, pour l'ensemble de l'aventure François Pinault, j'aurais réussi mon aventure. J'aurais réussi mon analyse et le travail que je fais avec toi. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Et alors vraiment, je vais te parler d'argent là. Est-ce qu'il y a une dépense dans ta vie qui serait compliquée pour toi de réaliser? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te met dans une position malaisante qui à la fois te fait réfléchir et qui à la fois te fait te dire si je faisais ça, tu vois? Je sais pas moi, un produit, quelque chose. Par exemple, tu peux être passionné de bagnole. Commence à regarder des voitures de luxe anciennes et dis-toi, tiens, je vais acheter une vieille voiture de luxe ancienne à 150 000 €. J'ai pas les moyens de me la payer. Comment je fais quoi? Pose-toi ce genre de questions. Mets-toi à la fois financièrement en danger, à la fois intellectuellement en danger face à quelque chose qui te plaît sans te plaire, qui te met en danger et qui en même temps te fait te dire bon alors j'ai peut-être les moyens mais je suis un peu juste et comment je vais faire pour arriver à me sortir de ce truc-là et à acquérir ce bien-là. Je ne sais pas si tu vois où je t'emmène, mais alors certes, François Pinault a des moyens et il ne s'est pas forcément mis en danger en achetant des œuvres d'art, mais il s'est mis en danger intellectuellement parce qu'il n'était pas sûr de ce qu'il achetait. Il n'était pas sûr de ce qu'il achetait. Et donc, comme il n'était pas sûr de ce qu'il achetait, il a parfois dépensé des montants importants dans des œuvres dont il finalement ne savait que peu de choses. Et c'est là où je t'emmène. Il faut que le montant soit suffisamment important pour te mettre dans une situation malaisante et il faut en même temps que l'œuvre t'interroge suffisamment pour te dire est-ce que réellement j'ai envie d'avoir ça? C'est compliqué comme sujet et c'est pas facile de se confronter comme ça à des œuvres, à des achats qui sont hors cadre. On ne parle pas d'un achat classique. On ne parle pas d'un achat que tu vas faire un matin, ah tiens, je l'achète. Non,
C'est un truc que tu dois pouvoir acheter qu'une fois. C'est un truc qui doit te marquer dans l'achat. C'est quelque chose dont tu dois être fier. C'est quelque chose qui doit à la fois te faire te dire, tiens, mais comment je vais faire si j'achète ce truc-là pour le gérer au quotidien? Ça doit être vraiment une vraie question, l'achat dont on est en train de parler. Et je veux que tu l'imposes. Et ça, c'est important. Je veux que tu te l'imposes, que tu te dises, je dois acheter ce truc-là. Je dois l'acheter, je dois le faire. Et tu vois, et je vais te dire un truc, hein, je suis en train de faire l'exercice sur moi. Là, ça fait un moment que je tourne et que je vire autour d'un achat. Ben là, je suis en train de me dire, allez, c'est bon. Là, quand je vais finir ce podcast, je vais prendre mon téléphone et je vais acheter ce truc-là. Il faut que tu te mettes dans des difficultés comme François Pinault le fait. Parce que si tu arrives à te mettre dans la difficulté d'un achat singulier, qui soit un actif, hein, on est bien d'accord. Hein. Là, on parle quand même d'un actif. Hein. On est bien d'accord. Hein. Attention, je te demande quelque chose de spécial. Hein. Si tu arrives à te mettre dans cette difficulté-là et que tu arrives à résoudre ce problème, tu vas résoudre d'autres problèmes bien plus grands. Et crois-moi, au passage, tu vas te faire plaisir. Et ça, pour ça, tu auras le droit de me remercier. Allez, Patrick Magnéto. À part l'art, à part le foot, vous avez aussi d'autres activités qui ne sont pas forcément dans la ligne de ce qu'un marchand de bois et puis tout ce que vous avez fait depuis pourrait imaginer. Alors, vous avez parlé un petit peu du luxe. Qu'est-ce qui vous a conduit au luxe? Et vous savez très bien pourquoi je vous pose la question. Tout le monde pense qu'il y a une compétition farouche entre Bernard Arnault et vous, que vous vous êtes beaucoup battus, que vous êtes réconciliés, mais que ça ne change rien au fait que vous êtes des compétiteurs acharnés. Vos bureaux se voient d'ailleurs, vous voyez d'une fenêtre à l'autre, ou quasiment. C'est tout de même une drôle de poursuite, non? Non, les bureaux sont là par hasard, parce que j'ai acheté cet hôtel particulier de la place François Ier il y a 5 ou 6 ans. C'était bien avant la guerre du luxe, comme on l'a appelé. Ce qui m'a conduit au luxe, il y a une vingtaine d'années que c'est un secteur auquel je réfléchissais. François-Henri, mon fils, a fait son service militaire en Californie au milieu des années 80. Il s'occupait des industries du luxe en Californie. C'est déjà d'une activité dont nous parlions parce que les marques peuvent être mondiales, parce que les marges sont importantes, parce que ça se développe à l'échelle du monde. Et pour ces raisons, c'est un secteur qui nous intéressait. Et Gucci a été une opportunité. Il y avait eu avant Saint-Laurent que j'avais refusé parce que ça me semblait trop national et trop petit. Et, pas assez organisé pour qu'on puisse y jeter. Ensuite, il y a eu l'opportunité Gucci que j'ai saisie parce que c'est un groupe de grande qualité avec des équipes à la tête qui sont très performantes. Et voilà. C'est tout? Ben, c'est tout. Non, vous savez, je ne conduis jamais une action contre quelqu'un ou contre quelque chose. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais pris la décision d'investir, je ne sais pas, dans un journal, dans une entreprise de luxe, parce que en face, quelqu'un... Non, je n'ai jamais eu cette attitude et je ne l'ai pas, ça ne m'intéresse pas. Non, quand je fais les choses... Enfin, tout de même, la compétition et la concurrence, on doit bien avoir si ce n'est quelques ennemis, des adversaires acharnés dans ce milieu. Bien sûr, mais pour moi, le compétiteur, ce n'est pas un ennemi, c'est un adversaire, mais au sens sportif du terme, mais ça s'arrête là. Bon, que le meilleur gagne, c'est tout, c'est pas un élément qui me stimule. On doit être vigilant, on doit essayer de faire mieux que ses concurrents, mais je n'ai jamais conduit une action contre M. Arnault, contre M. un tel et un tel. C'est pas vrai. Non, mais vous vous êtes disputé et vous vous êtes réconcilié. Et voilà. On s'est disputé, c'est la vie des affaires. On s'est réconcilié, je ne sais pas. C'est la vie des affaires aussi. C'est l'avenir qui dit les choses, vous savez. Faut pas... Oui, non. La dispute, je l'ai plus ou moins traitée. C'était un rachat croisé entre Bernard Arnault et François Pinault parce qu'il y avait une société qui se partageait et dont François Pinault est parti avec. Je ne vais pas en reparler ici. Moi, ce qui m'impressionne, ce qui doit être retenu de ce passage, la raison pour laquelle il est là, et avant tout, vraiment, c'est de l'inspiration pure. Mais je suis impressionné de la sérénité. Comment dire? Non, c'est même pas le terme. Il est tellement sain, ce mec, ça me tue en fait. Quand je vois les gens, en général, comment ils sont haineux, et la plupart des gens qui sont haineux, c'est parce qu'ils n'ont pas une thune. Et en fait, on a tendance à coller sur les riches une étiquette qui est absolument fausse. Parce que là, regarde, je veux dire, tu peux réécouter ce passage des dizaines de fois, tellement là encore, t'es bluffé. Le mec t'explique non, désolé, il considère, il le dit lui-même, les compétiteurs éventuellement comme des protagonistes, mais il n'agit pas en fonction d'eux. Et peut-être que tu ne vas pas croire ça, parce que je vois très bien qu'il y a des gens qui... Je vois bien les avis que peuvent avoir certaines personnes sur les riches. Ça me fait doucement sourire. C'est en fait, tout le monde devrait dans sa vie s'essayer au moins une fois dans le processus d'enrichissement pour voir réellement ce que c'est. Parce que quand les clients
voient que tu leur prends quelque chose, mais ils ne te donnent pas leur argent, hein, c'est pas vrai. Hein. Pour qu'un échange financier ait lieu, il faut que les deux parties soient gagnantes. C'est forcément du gagnant-gagnant. Ou alors, c'est vrai que ça existe, et ça c'est vrai, c'est les monopoles. Mais bon là, ça ne dure généralement qu'un temps. Regarde en France, je ne vais pas parler de ça ici. Mais bref, là tu as une personne, et en plus c'est hyper intéressant parce qu'il t'explique vraiment plein de choses. Alors déjà, regarde, c'est intéressant parce qu'on est sur des personnalités dont on pourrait croire qu'ils ne font pas d'immobilier. Or, tu entends bien qu'il a acheté un hôtel particulier qui donne sur l'hôtel particulier de François Pinault. Il se voit, entre guillemets, ça fait sourire la personne qui l'interviewe d'ailleurs. Il lui dit, vous voyez d'une fenêtre à l'autre quasiment, mais c'est le hasard. Mais bon, comme quoi, il y a de l'argent qui est placé dans l'immobilier sur Paris, hein, sur ce type de fortune-là. Et là, on peut parler carrément d'argent placé parce qu'il revend le prix qu'il a payé le jour, mais même plus d'ailleurs, quand il veut. Et ensuite, il te donne très simplement les raisons pour lesquelles il investit dans telle ou telle entreprise. Il dit, moi j'aime le luxe parce qu'il y a des marges importantes. Quand moi, depuis le départ, je te dis que je suis un homme de marge, je t'ai jamais menti. La marge, c'est le nerf de la guerre. Et ensuite, il te dit un autre élément, j'ai pas acheté Yves Saint Laurent. Pourquoi? Parce que entreprise nationale et j'aime le luxe parce que développement mondial. Et pourquoi des mecs comme ça, ils recherchent des développements mondiaux? Pourquoi c'est le monde qui les intéresse? Parce que un pourcentage du monde, c'est toujours plus intéressant qu'un pourcentage de la nation. Je vais te le dire autrement. Si demain tu viens me voir et tu me dis « Nicolas, je veux être le numéro 1 français », je te dirais « mais j'en ai rien à foutre que tu aies 100% de la France. Moi, je préfère avoir 1% du monde que 100% de la France. » Et si tu comprends ça, tu as tout compris en fait. Il vaut mieux avoir 1% du monde que 100% de la France. Parce que 100% de la France, ça ne fera jamais que 67 millions de consommateurs, alors que 1% du monde, ça fera 1% de 7 milliards de consommateurs. Alors 1% de 7 milliards, je vais te le dire de suite parce que j'ai un problème de calculatrice. Hein. Donc là, on est en millions, milliards, moins 1%. On est à beaucoup de millions. On est à plus quoi. Donc voilà. Je sais pas, je comprends pas, il y a trop de zéros. Tu te débrouilles, tu m'envoies un petit message en me disant tu as fait une erreur Nicolas, mais bon, c'est pas grave, tu as compris. Donc en gros, ça il faut bien le comprendre dans les mécanismes financiers. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas un esprit qui raisonne comme ça, c'est triste et pourtant c'est comme ça, mais il faut le voir. Ensuite, quand je trouve qu'il est très sain, c'est par rapport à son rapport aux opportunités. Il saisit les opportunités et il n'agit pas contre qui que ce soit. Et ça aussi, il faut que tu t'en inspires. N'agis pas en fonction de ce que tu vois, agis en fonction de ce que tu veux. Et aujourd'hui, dans un monde où tout le monde se regarde, on fait plus attention à ses yeux qu'à son cœur. Et j'aimerais bien que vraiment tu ressortes dans ce dernier épisode avec en tout cas les conseils de François Pinault comme quelqu'un qui agit avant tout avec son cœur et pas avec ses yeux. Bonjour, je suis Marie Merlin. Bonjour madame. Je voudrais poser une question à l'homme François Pinault. Je ne le crois pas totalement schizophrène, donc je voudrais savoir si lorsqu'il est face à l'art, il est le même que lorsqu'il est face à l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'il a ce même état de risque? Est-ce qu'il a cette même excitation et ces mêmes émotions? Est-ce qu'il y a en fait un parallèle parce que finalement, il me semble vous avoir entendu employer un peu les mêmes mots, peut-être à un mot près. Vous avez parlé de passion pour l'art, je ne l'ai pas entendu pour l'entreprise, mais votre façon de le dire est sans doute tout aussi passionnée, donc ça se rejoint. Donc, je voudrais comprendre un peu l'homme dans tout ça, comment il allie ces deux pôles. Pour ce qui concerne la passion, on peut y avoir des degrés, des intensités différentes, ce ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais pour entreprendre et durablement entreprendre, il faut être passionné. Et l'art et aimer l'art, c'est l'aimer par passion, ce n'est pas l'aimer pour être à la mode, pour faire chic. Donc ce sont des passions peut-être un peu différentes, mais ce sont des passions tout de même. Et l'émotion que procure l'art est une émotion de nature extrêmement différente que celle que peut procurer des succès dans une entreprise. L'émotion devant un beau tableau, devant une belle sculpture n'a rien à voir avec le type d'émotion qu'on peut vivre dans les affaires de tous les jours. Il n'y a que l'art qui puisse procurer ça.
Peut-être la musique pour d'autres, ou je ne sais, mais c'est pas du tout la même chose. J'avais tendance à croire, comme Madame Merlin, que effectivement, l'art et l'entrepreneuriat pour François Pinault, c'était le même combat. Or là, il te montre qu'il y a réellement pour lui une scission de par la nature même des émotions, l'intensité même, c'est le terme employé, des émotions qui ne peuvent être identiques parce que une entreprise ne générera jamais la même émotion. Et je trouve ça intéressant parce qu'il marque, en tout cas, il atteste ici d'une forme de différenciation entre l'art et l'entrepreneuriat, en ce qui le concerne en tout cas, entre l'une et l'autre de ces deux activités. Alors je trouve que c'est intéressant parce que vraiment je ne m'y attendais pas à cette réponse-là et surtout je pense que pour lui c'est une balance en fait, c'est un équilibre, c'est-à-dire que l'un va avec l'autre et que l'un nourrit l'autre sans être équivalent. Tout à l'heure j'ai employé le terme d'exutoire. Pour moi, ça sera plutôt le sport. On est tous différents et là-dessus, c'est OK. Il a parlé ici de musique et je peux le comprendre aussi. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, et je voudrais quand même te le dire, c'est que l'entrepreneuriat, ça génère du chaos. Ça génère une forme de difficulté de gestion dans sa vie quotidienne. Et je pense que d'avoir à l'opposé quelque chose qui te permet de faire le ballon, qui te permet d'absorber les chocs et de te relâcher est primordial. Primordial. En tout cas, à ce niveau de réussite, à mon sens, le moindre détail compte. Et là, on a la preuve, d'une façon ou d'une autre, peu importe que tu sois d'accord avec ce qu'il vient de dire ou pas, qu'il arrive à vivre avec ces deux activités-là, l'une complétant l'autre. Parce que quand même, il ne faut pas oublier, je veux ici le préciser, que ce qu'il ne dit pas, qui est peut-être volontaire, mais c'est qu'il est quand même le propriétaire de Christie's, Christie's qui est la plus grande salle aux enchères du monde de l'art. Et que donc, pour moi, et de mon analyse à moi, la scission dont il fait preuve ici n'est pas en totale concordance avec l'interprétation et l'appréciation que j'en ai de mon point de vue. Mais j'ai sûrement tort, parce que c'est lui qui sait et c'est pas moi, puisque là, ici, on analyse une interview. Et donc, je ne peux pas prétendre avoir raison puisque c'est sa vision à lui des choses. Mais pour moi, il y a quand même un lien qui est indiscutable dans son organisation, tant professionnelle que personnelle, au niveau de l'art. Et ça le nourrit complètement. Et pour moi, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas le pendant qui est l'équivalent du sien dans ta vie. Voilà. Point, c'est fini. On passe à autre chose. Quelle est l'incidence de la chance dans tout ce que vous avez fait? Bon, j'ai eu beaucoup de chance, évidemment. Mais il faut de la chance. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. C'est très important. Mais en mesurer la dose et l'incidence, je ne suis pas capable de vous répondre, mais je considère avoir eu de la chance. Ce court passage, il est capital. Mais alors vraiment, quand je l'ai trouvé, je savais qu'il fallait que je finisse là-dessus. Il faut que tu l'entendes. Non seulement il faut que tu l'entendes, mais il faut que tu l'intègres. Et en plus qu'il faut que tu l'intègres, il va falloir que si ce n'est pas ta philosophie, que tu en fasses ta philosophie. La chance, considérer que la chance est un des facteurs de ta réussite est, à mon sens, l'un des comportements les plus sains que tu puisses avoir. Je vais être tout à fait transparent avec toi. J'ai moi-même eu beaucoup de chance. Mais je le dis, j'ai commencé l'immobilier dans les années 2002-2003, dans le plein boom des années 2000. Et ça, tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux, c'était une chance. Et en toute sincérité, j'ai à l'époque pas même mesuré la chance que j'ai eue, parce que si je l'avais mesurée, j'en aurais plus profité. Alors est-ce que j'aurais pu? Ça c'est encore un autre problème, mais savoir et reconnaître que dans tes réussites, il y a une part de chance, c'est capital. Parce que tout ne dépend pas de toi. Et ça, c'est la plus grosse des erreurs que vont faire la plupart des gens, que de croire que tout dépend d'eux. Heureusement que la Terre ne tourne pas grâce à toi. Le soleil ne tourne pas autour de la Terre parce que tu vis sur la Terre. C'est des trucs comme ça qu'il faut que tu arrives à te dire. Donc dès l'instant que ces grands facteurs-là ne dépendent pas de toi dans ta vie, rassure-toi, il y a d'autres très grands facteurs de la réussite de ta vie qui ne sont pas conditionnés par tes actions. Et ça va te choquer ce que je vais te dire, et Dieu sait pourtant que fondamentalement je suis attaché à ces valeurs-là.
Mais le travail, l'abnégation, la continuité, etc., etc., ne sont pas les seuls facteurs de ta réussite. Il y a un facteur chance qui est, comme il l'a dit lui-même, qui est indétectable, inévaluable. Ce n'est pas possible de donner le pourcentage de chance qui fait qu'une personne réussisse. Mais il y a ce facteur-là dans la vie de chacune des personnes qui nous entourent, y compris de nous-mêmes, qui va conditionner beaucoup de choses. Alors bien sûr, et je suis aussi d'accord avec ces théories-là, que la chance, ça se provoque, etc., et que les proactifs ont en soi plus de chances que les pro-passifs, que les personnes assises qui réfléchissent. Bien évidemment, et je ne le remettrai jamais en cause. Mais la chance de connaître certaines personnes, la chance d'être né dans un certain milieu, la chance d'avoir une personne qui te soutient, la chance d'avoir rencontré ta femme, d'avoir rencontré ton mari, la chance d'avoir commencé les affaires la bonne année. Tous ces éléments-là qui sont déterminants. Tu ne peux pas croire de façon complètement folle que ça dépend de toi. C'est impossible. Et voilà l'une des raisons principales qui fait que François Pinault est une personne complètement saine, qui fait que François Pinault est une personne complètement normale malgré son niveau de fortune. C'est parce qu'il a cette capacité à se dire « ce n'est pas uniquement grâce à moi. Je ne suis pas la seule personne qui est responsable du degré de réussite que je vis aujourd'hui. » Ça, c'est, crois-moi, il y a beaucoup de gens qui pèteraient un câble et qui te diraient le contraire. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire « ah oui, moi j'ai travaillé pour en être là où j'en suis. » Et moi, des fois, je fais aussi cette erreur. Parfois, j'ai des haters qui m'écrivent et j'aurais vais répondre un petit peu sur le coup de l'énervement. Mais moi, j'ai bossé, mec. Mais en fait, il n'y a pas que mon travail qui a été facteur de ma réussite comme toi et comme toutes les personnes que tu connais qui ont réussi. Le travail seul n'est pas le seul facteur de réussite. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu l'intègres, mieux ce sera pour ta vie, pour plein de choses. Donc vraiment, j'étais tellement heureux de trouver ça là au milieu de nulle part qu'il fallait le dire, il fallait le souligner. Il faut que tu l'intègres, il faut que tu l'acceptes et il faut que toi-même, tu perpétues ça dans ta vie. Il faut que tu dises aux gens que tu côtoies, etc., que tu as eu de la chance. Il faut le dire. Parce qu'il ne faut pas que les personnes en face de toi croient que c'est que le travail qui t'a amené le résultat. Ça n'est pas vrai. La chance est un facteur important de la réussite, prend un pourcentage important de la réussite de tous ceux que tu vois briller. Et ça, c'est une certitude. Bonjour Monsieur Pinault. Bonjour. Vous êtes Je suis Christophe Ducrot. Je connais beaucoup d'artistes contemporains, jeunes, qui sont dans la difficulté. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait pour contacter vos rabatteurs. Ils sont où? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Eh bien, vous m'écrivez et puis je ferai en sorte que vous me donnez la liste des artistes concernés et ils seront contactés. Alors, c'est François Pinault, Artémis, place François 1er. Voilà. Et vous lirez. Et donnez-moi la liste des artistes avec les adresses si vous le pouvez. Vous m'envoyez ça. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Non, c'est pas un blanc. J'ai un très grand sourire. J'ai mis ce passage juste après le passage sur la chance parce que justement, il ne suffit pas que de dire que la chance, tu vois, c'est une part importante de la réussite. Je veux vraiment que tu repartes de cette émission en comprenant la subtilité de ce qui vient de se passer. Écoute bien ce que j'ai à te dire. La personne qui est là, elle est dans la salle, mais je ne sais pas comment elle est arrivée dans la salle. Et en soi, elle a eu de la chance d'avoir une invitation pour se retrouver dans cette salle. On est d'accord avec moi? La personne qui vient de parler, elle se lève et elle dit « Moi, je connais des artistes et j'aimerais bien avoir accès à vos rabatteurs pour pouvoir financer les artistes que je connais. » Et là, François Pinault, il dit « Écrivez-moi et je vous répondrai. » Là, qu'est-ce qui vient de se passer? Et c'est là où, en fait, il faut bien comprendre ce que j'essayais de te dire il y a un instant. C'est que ça, c'est de l'audace. C'est-à-dire que tu peux avoir de la chance dans ta vie, mais si tu n'as pas l'audace de la saisir, tu vas la regarder passer toute ta vie, en fait. Et entends bien ce que je vais te dire. Plusieurs fois dans ta vie, la vie va te donner des chances de réussir. Moi, je vais te dire quelque chose. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu la chance j'ai eu des opportunités de faire des choses. Et il y a des fois où je n'ai pas saisi ces opportunités. Je ne les ai pas saisies. Je n'ai pas eu l'audace de prendre la perche qu'on m'a tendue.
Je n'ai pas eu l'audace de provoquer cette chance qui était là, cette opportunité devant moi, de la provoquer, d'appuyer dessus et de voir ce qui se passait. Et là, ce qu'on vient de vivre, c'est quelqu'un qui a eu la chance d'être dans la même pièce que François Pinault, qui a pris le micro et qui a su, grâce à l'audace, tendre une perche. Et peut-être que la perche a été saisie, peut-être pas. Ce que je veux dire, et ce que je veux que tu comprennes, c'est la distinction entre ces deux situations. Tu vas avoir des opportunités dans ta vie, tu vas avoir des fenêtres de tir. Mais si tu ne tires pas, tu n'auras pas la chance avec toi. La chance est une chose très, très, très simple, très pure. Et finalement, il ne tient qu'à toi d'en bénéficier. Il n'y a personne qui pouvait prendre le micro à la place de cette personne et dire à François Pinault, où sont vos rabatteurs? Comment je fais pour vous contacter? Et il a eu une réponse. La question c'est, est-ce que oui ou non il a écrit cette lettre? Est-ce que oui ou non il a fait l'effort de rentrer en contact avec la personne pour finalement réussir à avoir gain de cause? Et cette question, elle se reporte par rapport à ta vie à toi. Ce que je peux te dire avec certitude, c'est quand François Pinault a encaissé l'argent de sa vente et qu'il a mis l'argent sur le sucre, il a saisi l'opportunité. La chance était devant lui. Il a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait et le vent a soufflé dans son dos. Quand il a eu l'opportunité d'agir en conséquence pour obtenir les résultats qu'il a voulu avec les sociétés qu'il a rachetées au fur et à mesure de sa carrière, il a eu des fenêtres de tir et la chance était dans son dos. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Donc ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. La chance, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose qui se présente devant toi et que tu saisis ou que tu ne saisis pas. Et cette décision-là, personne ne peut la prendre pour toi. Personne. Et par contre, c'est triste mais c'est comme ça, des opportunités, tu vas en avoir plusieurs dans ta vie jusqu'à ce que tu n'en aies plus. Et quand tu n'en auras plus, ça sera terminé. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Donc, qu'on soit bien clair, la chance est une compétence pour celui qui a l'audace de s'y adonner. Oui, bonjour monsieur François Pinault, je suis Nicolas Dricou. Je voulais vous demander, donc vous avez construit un groupe de grande taille, et comment gérez-vous en fait les conflits humains au sein de ce groupe? Je vous remercie. Dans la mesure où c'est un groupe extrêmement décentralisé, je l'ai fait surtout gérer parce qu'il y a des dirigeants en place à la tête de chacune des entités, et c'est eux qui ont en charge ces questions de conflits humains s'ils existent. Vous savez, mon rôle, c'est de donner, je suis peut-être un homme de pouvoir, mais c'est de distribuer ce pouvoir, et j'ai délégué ce pouvoir à des hommes de talent, qu'il s'agisse de Serge Wimbert, à PPR et de tous les autres, qui gèrent ces conflits lorsqu'ils existent. Donc c'est relativement simple dans la position. C'est simple, c'est nécessaire, les conflits dans une équipe? Les tensions dans une équipe, c'est souvent souhaitable. Ça prouve qu'on n'est pas en train de s'endormir, et puis que les caractères sont différents, et que les gens sont capables de s'opposer pour de montrer qu'ils sont en désaccord avec telle ou telle décision. Ça, c'est un point important quand on est dans une fonction de dirigeant, de savoir s'entourer de gens de caractère suffisamment trempés pour vous dire le moment venu qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ça évite bien des erreurs. Définitivement, la conclusion de cette émission est grandiose. Alors tu vois, de la même façon que quand tu parles à des gens de faire de l'immobilier, on va te dire oui, mais si tu fais de l'immobilier, tu vas avoir des locataires, tu vas avoir des problèmes. De la même façon, si tu dis à des gens je vais créer mon entreprise, on va te dire oui, mais si tu vas avoir du personnel, tu vas avoir des problèmes. Donc déjà, ici, il faut bien noter une chose, c'est que tout le monde te trouvera toujours quelque chose à redire quoi que tu fasses. C'est une première chose. Et surtout, il n'y a pas d'activité sans problématique. Si tu es salarié, tu auras un patron. Donc il faut bien comprendre que avoir des patrons ou avoir des problèmes avec des salariés, c'est juste une question de quel problème tu es prêt à supporter. Moi, je ne supporte pas les ordres, mais je supporte très bien les données. Tu vois? Donc après, il suffit juste d'être d'accord avec soi-même, avec ce que tu es prêt à supporter, tu m'as compris. Et d'ailleurs, comme répond très simplement François Pinault, il dit, vous savez, les conflits humains, moi, je les fais gérer par d'autres en fait. Donc c'est marrant de voir comment la plupart des gens ont une peur et comment la personne qui, elle, est réellement confrontée à la peur, elle te répond tout simplement. Elle dit, vous savez, moi, c'est géré par d'autres. Moi, je suis un homme de pouvoir, mais regarde, là, on démystifie complètement le truc. Quels sont les premiers mots qu'il dit? Je suis un homme de pouvoir, mais mon travail,
et de distribuer ce pouvoir. Je trouvais ça très amusant en fait. Parce que je sais que les gens ne pensent pas à ça. Les gens fantasment sur le fait que c'est un homme de pouvoir et qui commande. C'est ça le fantasme que tu as dans la tête. Tu le vois comme un mec austère derrière son bureau en train de donner des ordres avec sa secrétaire qui prend ses rendez-vous. Et là, le gars te dit « Ah non, pas du tout. Moi, j'ai un pouvoir et je le redistribue. Et mon rôle, c'est même pas que d'avoir des personnes à qui je donne le pouvoir. Non, il dit, c'est de trouver des gens qui ont du caractère. Parce que ça, c'est compliqué. Réfléchis 2 secondes. Quand tu as beaucoup d'argent, trouver des gens qui te disent oui à longueur de journée tout le temps, c'est très facile en fait. D'ailleurs, qui va oser dire non à ce mec-là? Et ça nous ramène encore et toujours à notre fameux pouvoir du non. Ces gens-là, ils cherchent quoi? Ils cherchent des gens qui leur disent non. Il va se mettre dans l'art contemporain parce que ça le bouscule. Quand tu as accès à tout, quand tout le monde te fait des courbettes parce que tout le monde a un intérêt à travailler avec toi, parce que tout le monde est aux petits soins avec toi parce que tu as de l'argent ou parce qu'on croit que tu as de l'argent, ben, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ce que tu ne peux pas avoir. Tu cherches des hommes, des personnes qui ont du caractère. Tu cherches à te mettre en danger. Tu cherches à aller là où personne ne va aller. Et pour ça, eh bien, il te faut des personnes de caractère. Il faut des gens qui soient capables de te dire non. Et c'est marrant parce que c'est contre-intuitif. Parce que ce n'est pas ce à quoi tu penses quand tu penses à quelqu'un de pouvoir. Parce que ce n'est pas ce à quoi tu fantasmes quand tu fantasmes le grand patron d'une entreprise. Parce qu'en fait, les grands patrons des grandes sociétés, comme on l'a vu dans le podcast de Drahi, sont des personnes qui se regroupent avec d'autres personnes en petits comités pour prendre des décisions sur des grands groupes. Et donc, il y a quelques personnes qui se redistribuent le pouvoir entre elles et qui, avec ce pouvoir, prennent de grandes décisions pour essayer d'accomplir de grandes choses. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Non. Mais est-ce que c'est ce que tu vas devoir faire si tu veux devenir gros? Ben, la réponse est oui. Et comment on apprend à faire ça? Comment on apprend à distribuer son pouvoir? Eh bien, en le donnant, en faisant confiance, en commençant par s'associer, en donnant à d'autres la responsabilité de faire des choses et justement en pratiquant quotidiennement ce dont parle ici François Pinault. Et j'espère que tu vas en prendre conscience, mais avoir le pouvoir dans les mains, ça n'est pas l'avoir pour soi. Avoir du pouvoir, ça n'est pas détenir la vie de personne entre les mains. Non, c'est à plusieurs construire l'avenir d'un groupe pour essayer de l'élever et pas de le détruire. Et c'est très difficile. Je le disais en vous présentant au tout début de cet entretien, le processus de la succession est en marche. Ce sont vos enfants qui sont propriétaires de votre groupe. Vous arrêterez un jour? Oui, comme tout le monde, mais le plus tard possible, j'espère. Tant que je serai en forme physique et mentale, j'ai l'intention de faire des choses différentes, mais de continuer, de ne pas m'arrêter, bien sûr, je n'ai pas envie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont intangibles ou qui sont, je ne sais pas si le mot est approprié, qui sont sacrées dans votre groupe? Est-ce que vous avez dit à François-Henri, votre fils, ça, c'est vraiment le cœur du groupe, il ne faudra pas y toucher? Non, il sait ce à quoi je tiens, mais je ne peux pas l'enfermer dans une logique qui pourrait ne pas tenir sur la durée. Il aura une certaine liberté pour faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aura envie de faire. Vous serez un actionnaire un peu lointain ou très sourcilleux? Je ne peux pas répondre, je pense attentif en tout cas. On lui posera la question à lui. Voilà, vous lui poserez la question. François Pinault, merci. On arrive à la fin et crois-moi, en tout cas en ce qui me concerne, cette série, elle m'a profondément changé. J'aimerais maintenant te proposer un petit exercice vraiment original pour finir avant d'analyser ces derniers mots. Et j'aimerais que tu te projettes une seconde dans la peau de François Pinault. Essaye d'imaginer, tu es de la famille des investisseurs immobiliers, essaye d'imaginer que tu t'es constitué un patrimoine immobilier de 500 millions d'euros ou même de 1 milliard et que tu vas le léguer à tes enfants. Essaye d'imaginer ça quelques secondes simplement. Essaye d'imaginer ça et essaye maintenant d'interpréter ou plutôt de mesurer le courage qu'il faut pour prononcer les mots que tu viens d'entendre. Quand il dit « arrêterez-vous un jour », quand on demande à François Pinault « arrêterez-vous un jour », ben non, je ne veux pas, le plus tard possible. Je pense que si tu arrives à ce niveau-là, tu répondras à la même chose. Qu'est-ce qui est sacré dans ton groupe? Parce que quand tu t'es construit un truc comme ça, il y a des pièces, quand je dis des pièces, c'est-à-dire il y a des entreprises, il y a des immeubles, des biens que tu as achetés pour lesquels tu as de l'affection. Crois-moi, moi déjà, il y a des biens avec lesquels j'ai de l'affection, alors j'imagine à ce niveau-là, c'est encore pire. Donc du coup,
Là, quand la question elle est posée, là, François Pinault répond, non, vous savez, il n'y a rien qui en soit sacré, mais il dit, mon fils sait ce à quoi je tiens. Il sait ce à quoi je tiens. Cette phrase, elle n'est pas anodine. Ça veut dire que, premièrement, déjà, il y a une chose que tu dois vraiment inclure à partir de maintenant dans ta vie, c'est la communication. Là, tu as la preuve par la leçon, tu as la preuve par les propos de François Pinault que la famille communique. Si François Pinault, ici, prononce les mots « il sait ce à quoi je tiens », ça veut dire qu'il y a une communication très forte entre eux. Est-ce que tu communiques avec ta famille? Quel est ton niveau, ton degré de communication avec ta famille? Entre 1 et 10, tu te situes à quel endroit? Si la réponse est comprise entre 1 et 5, ça n'est pas suffisant. Le seul niveau acceptable est entre 8 et 10, de préférence 9 à 10. Tu dois discuter avec ta famille. Si tu fais partie de la famille des investisseurs, tu as des affaires. Il va y avoir à un moment donné dans ta vie une question d'héritage qui va se poser. Et une question d'héritage à un bien moins grand niveau que celui dans lequel j'essaye de te projeter depuis tout à l'heure, à savoir 500 millions ou 1 milliard. Je te le souhaite. Mais déjà, à ton niveau à toi, il va y avoir cette question d'héritage. Et à cette question d'héritage, s'il n'y a pas de réponse communicante entre vous, il n'y aura pas cette phrase qui pourra être prononcée par tes enfants. Il ou elle sait ce à quoi je tiens. Je t'assure que cette phrase est capitale. Et ensuite, quand la personne qui l'interviewe lui demande est-ce qu'il va pouvoir agir de façon libre et faire ce qu'il veut, là, François Pinault lui répond, il ne doit pas être enfermé. Il doit posséder et avoir une certaine liberté pour conduire le groupe là où il va le conduire. Quand il répond « je serai attentif », là j'ai envie presque de te dire que c'est normal, mais au demeurant, il y a cette volonté de ne pas enfermer le fils dans le carcan d'une volonté patriarcale qui empêcherait le groupe de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et la force mentale qu'il faut pour être capable de tenir les propos qu'on est en train d'entendre, je ne pense pas que tu réalises en fait. Et vraiment, jusqu'à la fin, il t'aura donné des leçons de gestion, d'appréhension, de compréhension, de relation, enfin des leçons à tous les niveaux qu'il faut que tu graves à jamais quelque part en toi pour bien comprendre comment on gère à cette échelle-là des groupes de cette envergure-là. Et c'est vraiment... Ça doit vraiment te questionner aujourd'hui sur ta façon de procéder déjà à l'heure actuelle et à plein de niveaux. Parce qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, peu importe qui tu es, l'âge que tu as, tu vas avoir un successeur. Tu vas avoir quelqu'un qui prendra la suite de ce que tu es en train de faire. Et donc, tu dois commencer à réfléchir à comment tout ça va s'articuler. Comment ça va s'articuler? De quelle façon tu vas construire un groupement, si tu fais un groupement oui ou non, si oui ou non tu as envie que ce soit transmis, pose-toi ces questions-là. Et dans quelle largesse d'action tu vas permettre à tes héritiers d'évoluer avec ce que tu vas leur donner. Moi j'y pense. Moi je pense des fois à ma fille et je me dis, est-ce qu'elle sera seulement intéressée par tout ce que je vais lui donner? Est-ce que seulement ça va l'intéresser? Je ne le sais pas. On n'a aucun moyen de le savoir, mais on est obligé d'y penser. Parce que, qu'elle le veuille ou non, et entends bien ce que je vais te dire, que je sois vivant ou mort, ce que j'ai construit continuera de lui rapporter de l'argent. Donc que ça lui plaise ou pas, elle aura quelque chose à gérer, comme François Pinault. Et on n'est pas dans des comportements anodins, on n'est pas dans des discussions qu'on peut avoir avec monsieur et madame tout le monde. On ne peut même pas en parler des fois à nos propres parents, parce qu'ils ne peuvent même pas comprendre, parce qu'eux-mêmes, ils ne vont rien te laisser derrière, quoi. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir en parler à ma mère, parce qu'elle est au courant de tout ce que je fais. Et elle est soucieuse de ça. Mais il y a des gens, ils ne savent même pas ce que tu es en train de faire, quoi. Ils n'ont même pas des parents avec qui en parler. Et pourtant, laisse-moi te dire une chose à laquelle tu ne penses pas, mais si aujourd'hui tu as un accident et que tes enfants sont mineurs, il est probable que ce soit tes parents qui gèrent. Je te le redis, quel est ton degré de discussion familiale? Crois-moi, c'est capital. Et ce mot à double sens n'a pas été choisi au hasard. Je pourrais là maintenant tout de suite, et je ne le ferai pas, te raconter une histoire très courte d'une fille que j'ai rencontrée quand j'étais courtier en prêt, dont le tuteur, à la mort de ses parents, a dilapidé une partie du patrimoine conséquente. Elle était très en colère.
Et elle avait raison quand j'ai su ce qui s'était passé. Je ne rentrerai pas dans les détails par souci de secret bancaire. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est possible aussi. Tu dois parler avec ta famille, tu dois parler avec ton entourage, tu dois avoir un niveau de communication très élevé, même avec des gens qui ne veulent pas comprendre, parce que malheureusement, ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre, finira tôt ou tard par éclabousser les gens qui sont autour de toi, et je parle de ta famille. Donc vraiment, je t'assure que être capable de parler de tout ça, de le préparer, de l'anticiper, c'est pas donné à tout le monde, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et François Pinault finit en apothéose ce podcast en te montrant avec simplicité à quel point ces détails-là peuvent être aussi importants. Parce que léguer un groupe de cette ampleur-là, c'est exactement pareil que léguer 10 appartements. Tu ne te rends pas compte, mais aujourd'hui, moi par exemple, j'ai commencé avec rien. Mais si j'avais eu un héritage de ne serait-ce que de 10 appartements, mais j'aurais fait de la magie en fait. Et donc, tu ne peux pas, de façon illusoire, ignorer ce facteur-là. Donc, tu dois en parler. Au demeurant, je veux quand même le préciser et je l'aurai répété tout le long de cette émission. En tout cas, en ce qui me concerne, elle m'aura transformé. Vraiment. François Pinault m'a inspiré. J'espère qu'il t'aura autant inspiré à toi que ce qu'il m'aura inspiré à moi. J'espère que tu comprends à quel point, en tout cas, indépendamment de la fanatitude que j'ai pu avoir pour ce personnage durant... Bon, je finis toujours fan de toutes les personnes que j'étudie. Hein. C'est pas nouveau. Mais là, il y a vraiment... J'ai rien à dire, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai rien à dire, à part à saluer le courage de l'homme, saluer l'intégrité de la personne à laquelle j'ai eu affaire durant toute cette aventure et souhaiter, mais vraiment souhaiter que toi et que toutes les personnes qu'on côtoie arrivent à atteindre ce niveau d'intégrité, tant c'est admirable et souhaitable. Voilà. Au demeurant, si tu veux qu'on travaille ensemble, je te laisse aller sur mon site immobiliercompagnie.com. Je te rappelle que si tu veux m'aider, le mieux, c'est de me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes ce podcast. Je t'assure que c'est hyper important pour moi et ça me fait super plaisir. Tu peux télécharger mes livres sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres. Tu peux avoir les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent. Enfin bref, je te laisse chercher, je suis pas inquiet, tu vas trouver. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine émission. Je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut!